On va quand même continuer, si vous pouvez le faire dans la discrétion, on va quand même continuer avec nos prochains invités pour pouvoir aborder la situation, cette fois-ci, un peu plus de la prévention, d'agir avant la rupture, avec trois organismes. Je vais vous les présenter un après l'autre en posant une première question à chacun de nos invités. Merci par respect pour nos invités de pouvoir bien les entendre. En commençant par Marie-Lie Plante, elle est coordonnatrice du RAIC. Le RAIC, c'est le regroupement d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, diplômée en travail social à l'Université Laval. Le RAIC a pour mission de regrouper, mobiliser, soutenir, représenter les organismes communautaires autonomes. On en a parlé avec Annie, il y en a plusieurs. Ils sont importants, c'est fondamental de les avoir pour le travail en itinérance en général et auprès des jeunes en particulier. Donnez-nous un exemple un petit peu de comment fonctionne le RAIC, de ce que vous faites. Mon Dieu, bonne question. Allô tout le monde, bon matin. On fait beaucoup de choses au RAIC, mais je vais m'en tenir à ce qui est, aux thématiques de la jeunesse. Là. C'est ça, on a plusieurs rôles au niveau du RAIC, de représenter le milieu, comme tu l'as nommé, mais aussi de fédérer les organismes communautaires autour d'enjeux communs, de préoccupations communes, dans le but de dégager des pistes d'action, des solutions, de voir sont où les trous, sont où les failles. Au RAIC, on regroupe une cinquantaine d'organismes communautaires sur l'ensemble du territoire qui œuvrent à différents niveaux sur un continuum d'actions qui passe de la prévention structurelle, systémique, prévention en amont, l'accompagnement dans l'urgence, la sortie de rue, l'accompagnement des jeunes et tout ça en même temps aussi. Cinquantaine de groupements, mais une vingtaine quand même d'organismes jeunesse. Donc, ça témoigne quand même de la préoccupation qu'on a pour accompagner les jeunes, puis l'importance, comme le disait Annie, d'intervenir en amont, d'accompagner les jeunes pour améliorer leurs conditions de vie, les accompagner dans la réalisation de leur projet de vie. Donc, par rapport à la jeunesse, on a un comité jeunesse qui regroupe tous ces organismes-là. Puis, je tiens à dire que c'est toujours un honneur de prendre la parole pour représenter le milieu. C'est pas moi qui est sur le terrain qui accompagne les gens, mais c'est ça, j'ai l'honneur de pouvoir parler en leur nom. Donc, le comité jeunesse regroupe une vingtaine d'organismes communautaires qui se rassemblent plusieurs fois par année pour justement se parler parce que ces organismes-là, comme je l'ai nommé, interviennent sur un continuum, ont plusieurs actions, mais c'est pas juste une addition d'organismes qui travaillent en silo chacun de leur côté, c'est vraiment un écosystème qui est créé pour accompagner les jeunes dans différentes facettes de leur vie. Donc, nous, c'est de soutenir cet écosystème-là, ce réseau-là, s'assurer qu'on crée une communauté, qu'on est capable justement d'intervenir à différents niveaux, puis être sûr qu'on est capable de répondre aux trous de services. Puis d'assurer une certaine cohérence, au fond, entre tous les Absolument. organismes et les interventions auprès des jeunes. Ben oui, assurer que les gens se parlent, puis voilà. On va revenir à toi un petit peu plus tard. Caroline Villeneuve, peut-être que tu pourrais prendre le micro J'en ici. ai un. Ouais, non, mais on a besoin de celui-là pour la salle. C'est un système compliqué, là, mais on a besoin de deux micros. C'est comme en stéréo, en fait, mais avec deux micros. Caroline de la Fondation Ancrage Jeunesse, donc vous vous décrivez comme une entrepreneure sociale, 15 ans d'expérience comme intervenante dans le milieu communautaire, et la Fondation Ancrage Jeunesse est un organisme à but non lucratif, évidemment, qui soutient les jeunes, qui assurent un suivi ou qui ont été suivis par la protection de la jeunesse. Donnez-nous un petit peu plus de détails de ce que vous faites en Ancrage Jeunesse. Bonjour à tout le monde. Donc, Caroline, de notre côté, chez Ancrage Jeunesse, en fait, on aide des enfants qui sont issus de la DPJ, pour le nommer ainsi. On est à la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Annuellement, on aide plus de 1000 enfants qui sont issus d'un système de protection de la jeunesse. On les aide à différents niveaux. En fait, chez Ancrage, notre objectif, c'est de soutenir le développement des enfants. Donc, on pallie où est-ce qu'il y a des besoins, que ce soit au niveau du soutien scolaire, que ce soit au niveau du développement du langage. On aide aussi au niveau de la promotion de la santé et des saines habitudes de vie. On aide nos jeunes, malheureusement, là, qui sont hébergés en centre de jeunesse pour les aider au niveau de la délinquance, prévenir aussi l'exploitation sexuelle chez nos jeunes. Et on est très présent, très actif depuis quelques années au niveau de la transition à la vie adulte. On en a beaucoup parlé tout à l'heure là, pour éviter justement les situations d'itinérance. Malheureusement, les statistiques sont effarantes. Là. On a 33 %, un jeune sur 3 issu de la protection de la jeunesse qui se retrouve à la rue. Pour moi, c'est un échec de notre système social, de notre filet
de solidarité sociale. Puis on essaie vraiment d'éviter, chaque enfant qu'on évite la rue, ben, on essaie d'être là. Ces jeunes-là, il faut savoir qu'il y a une chose qui est connue dans la vie que tout le monde, genre, c'est impossible de changer, c'est la date de naissance d'un enfant. On sait très bien quand il arrive à 18 ans, c'est pas normal. Quand un jeune arrive à 17 ans, 17 ans et demi, on prépare pas sa sortie du système de protection de la jeunesse. Puis malheureusement, il y a trop de jeunes qui se retrouvent en situation d'itinérance. La semaine passée, on faisait un événement auprès de 50 jeunes de Québec pour les préparer à la transition. Puis il y a un jeune qui va avoir dans un mois 18 ans qui me dit, qui a levé la main et qui nous a demandé « J'ai peur de ne pas manger dans un mois, ça me stresse de ne pas être capable de me nourrir. » Fait que vous imaginez comment que ça nous chamboule de se dire « Ce petit gars-là qui va avoir 18 ans, il a peur de ne pas manger. » Moi, je suis parent. Il y a plein de gens dans la salle, je suis persuadée, qui sont parents ou qui ont des neveux, des nièces. Imaginez que votre jeune vous dit « J'ai peur de ne pas manger dans un mois. » C'est un peu effrayant. OK, c'est énorme. Le chiffre de 33 je vais le retenir. 33 de combien dans Québec-Chaudière-Appalaches, par exemple? À Québec, il y a 3 000 enfants sous la protection de la jeunesse. Okay. Alors, Chaudière-Appalaches, c'est à peu près 2 000. Okay. Fait que, imaginez 33 de ces chiffres-là. C'est effrayant. Puis, Mme Fontaine l'a mentionné, c'est qu'il y a beaucoup d'itinérance cachée chez nos jeunes. C'est qu'on pense qu'ils sont dans la rue. Non, non, ils sont en instabilité résidentielle. Fait qu'ils surfent d'un divan à l'autre. Ils se font héberger par un membre de la famille. Après ça, ils se font mettre dehors. Après ça. Fait qu'on les voit pas toujours, ces jeunes-là. Puis, ils sont beaucoup aussi dans les ressources communautaires. Fait qu'ils vont passer 5 mois quelque part. Ils ont le droit à 2 ans quelque part. Après ça, fait que c'est de l'instabilité aussi résidentielle. Puis, c'est caché. OK, merci. Lorenzo, j'ai oublié de vérifier la prononciation de votre nom de famille. Je suis désolé. Alberton, tout simplement. Bon, je me casse la tête pour rien. Lorenzo, vous êtes directeur général par intérim du Piolet. Merci de nous accueillir d'abord. Donc, parlez-nous du Piolet, de cet organisme communautaire qui accueille des jeunes aussi. La fenêtre jeunesse chez vous, c'est 16 à 35 ans. C'est comme ça que vous la définissez? Bien, exact. Mais premièrement, merci d'être là. Profitez-en du buffet. C'est les jeunes exactement qui ont fait la nourriture ce matin. Ce qui ne sera pas pris sera distribué à nos jeunes. Là, je tiens à le mentionner ce matin. Donc, le Piolet, organisme communautaire qui a des jeunes de 16 à 35 ans. On a 2 établissements. On en a un ici. Il y en a un sur le boulevard Amel, dans Vanier, qui est plus visible là, quand vous passez là le matin. Essentiellement, on a 3 services. On offre du logement transitoire. On a 52 unités d'hébergement pour les clientèles du 35. Là, beaucoup de clientèles, justement, provenant des centres de jeunesse là, en transition vers la vie adulte. On a un resto-école ici. Seulement ici, il n'y a pas de restaurant Vanier. Resto-école, centre de formation pour les jeunes à 16 à 35 ans pour réintégrer le marché du travail. Donc, et puis, on a 2 salles communautaires qui sont des maisons de jeunes, mais pour adultes. Même principe. Donc, annuellement, on vient en aide à peu près à 500 jeunes annuellement. Donc, des jeunes de différents milieux, différentes problématiques. L'avantage, je pense, au Piolet, c'est qu'un jeune peut avoir accès à 3 services différents, en totalité ou individuellement. Donc, il peut avoir de l'hébergement, un lieu de socialisation et faire une formation en cuisine, là, chez nous, pendant 6 mois là, au salaire minimum, donc avec une intégration au marché du travail. Donc, grossièrement, c'est ça qu'on fait. Okay. On a eu une idée un petit peu avec Caroline de la clientèle, évidemment, de la DPJ. C'est très spécifique pour votre organisme. Vous, ici, au Piolet, ils viennent d'où, ces jeunes-là? Qui sont-ils? Bon, on a une clientèle jeunesse, c'est sûr. En transition, on a une clientèle immigrante et aussi on a 15 % à peu près de notre clientèle qui provient des communautés autochtones, là, pas seulement de Wendake, mais de la grande province, donc qui viennent en périphérie de la communauté de Wendake puis qui viennent prendre des services ici. Et si vous donnez de la formation en cuisine, par exemple, est-ce que c'est parce que ce sont des jeunes qui ont décroché, qui manquent de formation ou qui se cherchent peut-être un métier? Comment vous pourriez... Principalement là, dans une société où on demande beaucoup de spécialisation au niveau de l'emploi, là, je vous dirais que c'est des gens qui viennent chercher un certificat, un métier très spécifique parce que, bon, le marché de l'emploi, on a beau parler de plein emploi présentement, mais on parle de plein emploi pour des gens qui ont des formations spécifiques. Quand on parle des emplois au salaire minimum ou des gens ont moins de spécialité, c'est très, très, très difficile au niveau du marché de l'emploi, malgré ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut lire. Donc, on a des clientèles qui viennent chercher justement un diplôme, un certificat, une poussée pour être capable d'intégrer, puis on les accompagne aussi sur le marché de l'emploi pour expliquer. Dans le fond, ça peut être fait graduellement aussi. Donc, c'est cette clientèle-là un peu. OK. Je sais que Steve Richard, qui est là, qui est du RAIC aussi, je vais poser la question à Marie-Lie, puis vous verrez comment vous partagez un peu cette information-là, cette information que vous voulez partager avec les gens qui sont avec nous ce matin. J'étais curieux de savoir le type d'intervention qui fonctionne, d'avoir des exemples concrets de ce qui fonctionne, que ce soit
pour le RAIC, quand vous travaillez avec les organismes communautaires ou pour nos autres intervenants ici, là, qu'est-ce qui fonctionne bien sur le terrain? Ben, en fait, déjà, Mme Fontaine a été assez éloquente sur le sujet. Fait il y a plusieurs éléments qu'elle a déjà ramenés, mais entre autres, moi, j'ai le goût de m'attarder sur la question du lien. On parle de maintenir le lien comme étant quelque chose. On en parle d'une manière assez banale d'ailleurs. C'est important de maintenir le lien, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ben, maintenir un lien, ça veut dire être là avec les personnes, oui, quand ça va moins bien, oui, quand ça va mieux. Oui, quand il y a des allers-retours, parce que, dans votre quotidien, dans vos réalités, en tant que gens d'affaires, en tant qu'intervenant, y a-t-il quelque chose qui fonctionnerait sans la relation que vous avez créée de confiance avec les personnes autour de vous? Pas grand-chose, en fait. Ben, pour les adolescents, les jeunes adultes avec qui on est en contact, c'est vraiment primordial. Et ça l'est de plus en plus parce que les opportunités ne sont pas à tous les coins de rue. Donc, entre le moment où tu as l'énergie de faire un move à travers les aléas de la vie, les difficultés, parce qu'on s'entend, les personnes qu'on accompagne viennent de tous les milieux, mais effectivement sont souvent heurtées par toutes sortes d'épreuves de la vie aussi, qu'on parle, oui, de consommation, de violence familiale, de rupture sociale familiale, d'enjeux aussi liés aux dynamiques prostitutionnelles, etc. On peut comprendre qu'il faut pouvoir être là au bon moment. Bien, pour être là au bon moment, il faut durer dans le temps. Et pendant cette période-là, bien, il se passe des choses. Il y a des apprentissages qui se font. Il y a des allers-retours. Mais ça fait en sorte qu'on continue de nourrir ces personnes-là. Et moi, j'en parle parce qu'en tant que directeur d'un organisme de travail de rue, c'est le cas de notre relation, hein, bien évidemment. Et bien aussi parce que j'en suis témoin au fil des années de constater, un peu comme le mentionnait Annie, des personnes qu'on a accompagnées il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et de voir où ils en sont aujourd'hui, le parcours qu'ils font aujourd'hui. Certains d'entre eux sont devenus des collègues aujourd'hui. Et donc ça, c'est pas banal et ça fait toute la différence, à mon avis, en termes de contribution sociale aussi. Okay. Faut pas Donc, la notion de durée dans le temps encore qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Et ça vaut pour le travail de rue, mais ça vaut aussi pour toutes sortes d'autres pratiques et pour des milieux comme qu'on parle des répits, etc., qui permettent aux gens de garder un contact avec la communauté. Okay. Caroline, j'aimerais vous entendre un petit peu plus peut-être sur ce qui, le type d'intervention qui fonctionne, en tout cas les objectifs que vous avez particulièrement en amont. Vous l'avez dit tout à l'heure, on le sait, quand un jeune va avoir 18 ans, est-ce que c'est l'objectif principal, au fond, d'éviter qu'il aille dans la rue, bien sûr, mais de le préparer avant qu'il arrive à l'âge? Absolument. En fait, ce que je considère en fait qui fonctionne, premièrement, c'est une approche qui est personnalisée parce que chaque enfant a ses défis, chaque enfant, chaque ado a ses besoins. Fait qu'on en a beaucoup parlé. Fait que l'approche personnalisée, de répondre à ses besoins, puis d'être aussi la bonne ressource au bon moment. Puis c'est faux de penser qu'un seul organisme communautaire peut y arriver. Il faut vraiment, ou même une ressource. Je pense même aux intervenants de la protection de la jeunesse ou d'autres intervenants sociaux du réseau public. Il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble parce que c'est les jeunes qui se retrouvent à la rue, là, nos jeunes itinérants, là, ou en instabilité résidentielle, c'est des jeunes qui ont des multiples difficultés. C'est des jeunes souvent qui partent avec un sac à dos lourd. Là. Ils ont beaucoup de roches dans leur sac à dos. Fait que, ils vont avoir des enjeux de traumatisme, de familiaux. Ils ont des enjeux de consommation. Ils ont des enjeux de santé mentale. Fait que c'est comme Mme Fontaine disait, on peut s'occuper de la consommation, mais si on ne traite pas la santé mentale ou les traumas, la consommation va revenir dans leur parcours. Fait qu'il faut vraiment travailler ensemble. Puis évidemment, là, moi, je travaille social de formation. Fait que c'est sûr que travailler avant qu'on soit rendu à la rue. J'adore mes collègues, je trouve ça super le fun que vous soyez là, mais Colin, ça serait le fun qu'on n'ait pas besoin de vous. Parce que il faut s'occuper des enfants avant qu'ils en viennent à devenir des adultes dans la rue. Quelle est l'incompréhension la plus grande à laquelle vous faites face là, dans votre milieu, quand vous rencontrez des gens d'affaires, les gens de votre famille, vous parlez de votre travail? Qu'est-ce que vous devez réexpliquer constamment le plus souvent? Moi, j'ai le goût de parler, puis je suis sûre que mes collègues vont me soutenir là-dedans. C'est un organisme communautaire, on a besoin d'une colonne vertébrale qui s'appelle la mission. Il faut qu'on ait du soutien financier, en fait, pour financer la base, là. Nos salaires de direction générale, les adjoints administratifs, nos bureaux pour ceux qui en ont. Chez Ancrage, on n'en a pas pour éviter les coûts fixes. Mais vraiment payer la colonne vertébrale, puis après ça, on peut déployer le reste du squelette puis offrir des services de qualité. Puis chez autant le gouvernement que les donateurs, souvent, on oublie de financer justement cette structure-là qui permet d'offrir des services de qualité puis de maintenir dans le temps nos services.
Fait que moi, j'ai le goût de dire que ça, c'est un enjeu principal. On en a parlé tout à l'heure, mais de financer des projets. Oui, chez Ancrage, on gère par projet. On est financé par projet, c'est super. Mais il faut financer aussi le squelette pour que ça tienne tout ça. OK. Dans les incompréhensions, Lorenzo voulait... Bien, j'en profiterai juste pour renchérir ce que Mme Fontaine a dit. Moi, ce que je considère qui est le plus important aujourd'hui, c'est de dépersonnaliser la problématique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'individu, c'est une société, c'est une collectivité d'arrêter, ce qu'on entend souvent. Puis je comprends les gens, là. C'est de dire, ben, il va être capable il a à s'en sortir, c'est de sa faute. Non, d'aller plus large que ça dans notre réflexion, puis collectivement se poser un peu plus de questions sur le sens, sur la forme de qui on est. Je pense que, en tout cas, personnellement, c'est ça que j'aurais le goût de dire. Il faut encore déconstruire cette idée-là de prends-toi en main. Ben, tu moi, vas y arriver, personnellement, là. par semaine, c'est 50, 60, 70 fois par semaine que j'ai cette conversation-là avec des clients du restaurant, avec des gens que je rencontre. C'est au quotidien que j'ai à déconstruire ce type de réflexion-là. Puis c'est correct, je comprends que les gens aient cette réflexion-là, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Au fond, on comprend mal la complexité du phénomène, du problème ou des problèmes qui mènent à l'itinérance, là. L'itinérance n'est pas un problème, c'est une résultante. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être juste rapidement, moi, si tu me dis ce qui est souvent réexpliqué, il y a la question, on va nous dire, ben combien de personnes t'ont sorti de la rue, par exemple, tu sais. Mais moi, personnellement, ni mon équipe de travail, même si on fait un travail extraordinaire, on accompagne 500-600 jeunes par année, 2500 interventions, 125 personnes concrètement en situation d'itinérance par année. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? En tout cas, on est encore en contact avec eux. Est-ce que je les ai sortis de la rue? Non. C'est leur réussite, la plupart du temps, bien plus que la mienne. Mais effectivement, si on n'était pas là, peut-être qu'ils s'enliseraient. Mais à la fin, c'est eux qui font le travail. On accompagne avec eux. C'est pas si facile peut-être à saisir qu'on a une relation qui se veut la plus égalitaire possible. Même si de facto, en tant qu'intervenant, il y a une posture qui est là, il y a une attente, etc. Mais vraiment, notre posture, elle se veut la plus égalitaire possible parce qu'à la fin, pour que ça soit périn, c'est eux qui réussissent. Ils ne sont pas responsables de tout ce qui leur arrive, mais ils vont porter leur réussite, par exemple. Ça, elle ne me revient pas à moi, cette réussite-là. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément qui est plus structurel au niveau du financement, je pense qu'effectivement, le financement à la mission sur le long terme, c'est vraiment un élément important. Il faut comprendre que les organisations communautaires ont un mandat qui leur provient de la communauté. Donc, chez nous, j'ai 24 enveloppes différentes pour une équipe de 11 personnes. C'est énorme. Donc, c'est plus que la moitié de mon temps qui est passé là-dessus, alors que je pense humblement que je pourrais avoir une contribution intéressante pendant ce moment-là, ailleurs dans la communauté. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important à travailler à ce niveau-là aussi. OK. J'aimerais ça. Bon, Marie-Lise, oui, j'aimerais ça vous entendre aussi. Ben oui, rapidement, je vois le temps qui file. Je voulais juste ajouter, souvent, on se fait demander c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi le programme, c'est quoi la solution. On aimerait avoir une baguette magique. Ben hein? oui, puis moi aussi, j'aimerais ça en avoir, on en voudrait toute une, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis on parle souvent en itinérance de l'approche globale, d'intervenir sur la globalité de la situation de la personne, d'intervenir, d'accompagner la personne dans toutes les facettes de sa vie. Parce que l'itinérance, là, j'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais c'est beaucoup plus complexe que simplement l'accès à un logement ou non. Il y a toute la dimension de la désaffiliation sociale. Fait qu'on l'a pas, la recette magique, mais on en a plein de recettes magiques. Puis évidemment, le communautaire joue un rôle clé, joue un rôle incontournable, mais ne peut pas régler l'enjeu à lui tout seul. Mais c'est un pan d'action qui va permettre vraiment d'accompagner la personne en fonction de ses besoins, en fonction de ses aspirations, de ses projets de vie. Fait qu'il faut soutenir l'ensemble du milieu, l'ensemble des services, mais il n'y en a pas un programme qu'on peut prendre qui fonctionne puis dire on va le copier-coller à l'ensemble de la province, partout, puis ça va marcher. C'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que la situation de crise qu'on vit présentement, je l'appelle comme ça, là, parce qu'il y a vraiment une croissance, puis un problème, puis une itinérance encore plus visible, nuit un peu à votre travail dans la perception qu'ont les gens vis-à-vis de l'itinérance? C'est quelque chose qu'on va aborder avec mon prochain invité tout à l'heure, en faisant le lien vers la philanthropie, mais les gens en voient de plus en plus. Ils sont peut-être plus dérangés qu'ils ne l'étaient par l'itinérance visible, par exemple. Mais quand dans la rue, on croise des itinérants, quand on voit des reportages, puis là j'ai l'exemple de Montréal en tête, mais de quartiers où on a un peu de difficulté dans les itinérants qui côtoient des milieux scolaires ou de garde, par exemple, etc. Est-ce que ça rend plus difficile votre travail de conviction de l'importance que vous avez du travail qu'on doit faire?
Non, on passe sur le niveau de la conviction, du sens. Sinon, c'est encore plus que notre rôle prend son sens. Malheureusement, on ne voudrait pas être dans ces dynamiques-là, mais on comprend les gens aussi qui peuvent avoir des réactions un petit peu plus émotives, qui ne sont pas dans le milieu, qui ne comprennent pas nécessairement, qui voient les personnes. C'est beaucoup de souffrance aussi, il faut le nommer. Fait que c'est confrontant aussi au quotidien, de côtoyer cette souffrance-là, puis de ne pas la comprendre, puis de ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On dit souvent que l'itinérance est une responsabilité collective, il faut intervenir sur les structures sociales, sur les systèmes, mais les personnes individuellement, c'est par quel bout qu'on pogne ça? C'est quoi le pouvoir d'agir que j'ai, moi, dans ma communauté? Des fois, c'est difficile pour les gens de trouver ce filon-là. Puis, donc, ça peut être plus facile de se braquer dans une position, dans un clivage, puis de dire, bien, si tu veux, tu peux. Comme Annie le disait, c'est des choix, c'est une question individuelle. J'ai pas de rôle là-dedans où faut transformer les structures, c'est confrontant, c'est par quel bout qu'on prend ça. C'est un gros travail qu'il faut faire, il faut réfléchir, puis il faut le réfléchir ensemble. Donc, c'est sûr que c'est très complexe. Puis comme d'autres enjeux, là, on parle d'itinérance ce matin, des gros enjeux comme ça, des fois, c'est plus facile de se braquer dans une posture que de la déplier, puis de comprendre la complexité, puis tous les revers, puis tout le travail qu'il y a à faire. Mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a du beau travail qui se fait, puis il y a un sens qui se fait aussi à travailler ensemble, dans le milieu, mais avec les partenaires aussi. J'aurais dû me rajouter quelque chose, puis j'aimerais entendre Caroline aussi là-dessus. Je voulais juste dire que le déjeuner ce matin en est une preuve. C'est-à-dire de voir la mobilisation qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui va être prise, il y a des actions qui vont être prises. Oui, il y a un côté catastrophique. Oui, vous avez nommé la crise. Appelons un chat, là, mais de voir les gens qui sont ici ce matin, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ça, je trouve ça quand même positif. J'ai le goût d'ajouter, pour avoir côtoyé dans plusieurs de mes emplois antérieurs des gens qui ont vécu des situations d'itinérance, de grâce, regardez-les, les gens qui sont à la rue. Parce qu'ils nous disent toujours, les gens ne nous regardent pas, ils font comme si on n'est pas là. Puis ça touche beaucoup les jeunes quand ils nous en parlent, qui ont vécu ces situations-là. Rappelez-vous que c'est des humains. Comme vous et moi, c'est un frère, c'est un cousin, c'est un ami. Puis ces jeunes-là, c'est ça qu'ils trouvent difficile. Puis, tu sais, même si vous n'avez pas de sous à leur donner, même si vous n'avez pas envie de donner de sous, regardez-les donc. Ils existent, c'est des humains. Puis ces gens-là, souvent, juste de se faire regarder dans une journée, imaginez qu'est-ce que vous pouvez leur faire ressentir. Leur dire, vous êtes là, vous existez, vous êtes des humains, vous avez aussi une valeur à notre société, même si en ce moment, vous êtes dans la rue. Puis il faut se rappeler aussi que l'itinérance, pour plusieurs personnes, c'est un passage dans leur parcours. Tu sais, on a toute une trajectoire de vie, mais il y a des gens qui vont s'en sortir. Fait que peut-être que plus tard, ça sera une personne que vous allez côtoyer, qui va vous servir le café, etc. Regardez-les. Ils existent, ils sont là. Puis nous, avec la protection de la jeunesse, c'est ça qu'on aime dire aux enfants, qu'ils existent et qu'il faut enlever un peu les stigmas. C'est des gens qui portent des étiquettes là, depuis longtemps. Là. T'es un bipolaire, Nos jeunes, ils se font dire qu'ils sont des petits Chris, qu'ils sont des tannants, que c'est des bons à rien. Fait que, de grâce, regardez-les, ils existent, ils sont là. Puis après ça, ben, si vous voulez aller un petit peu plus loin, ben, vous pouvez contribuer aussi pour soutenir ça. OK. Un dernier tour de table en vous demandant qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans ce que vous faites, puis dans le travail essentiel, puis dans l'aide que vous apportez à ces jeunes. Bien, déjà qu'on soit capable d'en parler aujourd'hui, comme on le fait là. Un autre élément qui me donne l'espoir, bien, comme je le disais tantôt, je suis là depuis plusieurs années, donc j'ai pu constater que le temps faisait son œuvre aussi, malgré les aléas de la vie. Puisque quand on est présent avec les gens, qu'on est présent dans le temps, bien, il se passe des choses dans leur vie. Puis il y a des réussites, puis il y a des gens qui, et la plupart vont vivre à divers niveaux des réussites, puis des bons moments dans leur vie à venir, qui ne seront peut-être pas à la hauteur de nos aspirations à nous autres, ou du même ordre d'aspiration que vous aurez, que j'aurai. C'est pas ça l'important, tu sais. Donc, oui, il y a de l'espoir à ce niveau-là. Un autre élément très positif, on est une communauté dans la région de Québec qui avons quand même des belles opportunités pour travailler ensemble. On le fait bien, on peut le faire encore mieux. Le RAIC, je le dis parce que je suis président du CA, joue un rôle intéressant là-dedans aussi, que ce soit en tant qu'interlocuteur avec la Ville de Québec, avec le SUS. On travaille vraiment fort pour maintenir des liens, des relations tout le temps. Parfois, on se comprend, parfois on se travaille, mais on arrive à des éléments quand même vraiment positifs. Et c'est une force dans la région de Québec, il faut le reconnaître. On est en relation partout au Québec avec des collègues et on le constate et on se le fait dire. Fait que
Soyez assurés que quand vous contribuez dans votre région, il y a du monde qui travaille à ce que ça se passe au mieux puis qu'il y a une collaboration optimale. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un élément positif. Petite chose à prendre en compte, l'itinérance aujourd'hui, c'est pas juste urbain. Moi, mon territoire est du sud de Charlebourg, donc on parle presque Limoilou, donc en urbanité, jusqu'à Stoneham, c'est partout. Donc, on a un enjeu de réorganisation, de repenser les services au complet. Par le passé, on partait avec des jeunes, on allait en ville. Aujourd'hui, on fait plus ça. Les ressources en ville sont loadées, c'est pas rendre service à personne, c'est compliqué. Donc, il faut être inventif. À chaque fois qu'on a une situation, il faut penser avec la communauté, avec les voisins, avec la famille, avec les amis. On trouve des alternatives. Mais les solutions sont peu nombreuses et les enjeux sont sur l'ensemble du territoire maintenant, se vivent différemment, mais se vivent partout. Donc, c'est un gros défi qui nous attend. Mais heureusement, comme je dis, à Québec, dans la région de Québec, je pense qu'on est équipés pour travailler ensemble puis avancer. OK, Lorenzo, sur ce qui vous donne espoir? Rapidement, l'espoir, moi, c'est les jeunes. Pour vrai, malgré tout, après 20 ans, c'est quand je les vois, quand je les côtoie au quotidien. Oui, ils ont des difficultés, oui, ils ont des embûches, mais quand on les côtoie, on voit des jeunes avec plein de rêves, des artistes, des créatifs, des gens qui ont le goût de s'impliquer politiquement. Fait que juste les côtoyer, moi, c'est ce qui me rend le plus positif là-dedans. OK. Et Marie-Lie? Bien évidemment, moi, c'est la force vive du milieu. On parle souvent d'impuissance. Je le nommais tantôt quand on regarde tout le travail qu'il y a à faire. Mais c'est la capacité du milieu, des gens, à faire autrement, à sortir du cadre, à aller dans les zones grises, à s'adapter aux besoins, à créer un sentiment de communauté, à générer du sens aussi. C'est vraiment le travail ensemble. Là, tout seul, on n'y arrive pas, mais tous ensemble, on est capable de créer quelque chose là, qui fait du sens et qui est porteur dans le cadre de notre travail, mais plus encore, j'ai envie de dire. Merci de vos témoignages. Oui, c'est vrai, Je le fais en quelques secondes, je sais qu'il reste plus de temps. Moi, ce qui me donne espoir, c'est vraiment de croire au potentiel de nos enfants, de nos ados. Donc, c'est ce qui me donne le goût de continuer. On a comme des jeux, on a souvent des coups durs, là. Mais on se lève à tous les jours pour ça. Parce qu'on croit au potentiel de nos enfants, de nos ados, qui vont devenir nos générations futures, en fait. Fait qu'on croit en eux. Merci de vos témoignages. Caroline Villeneuve de la Fondation Ancrage Jeunesse, merci beaucoup. Marie-Lie Plante et Steve Richard qui sont du RAIC, merci à tous les deux. Et Lorenzo Alberton, directeur général par intérim du Piolet, merci aussi.